Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Oh, contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 230 et on va parler ensemble du 10e Grand Prix de la saison du côté des Pays-Bas sur le circuit d'Assen. Et pour ce faire, à mes côtés, Thibaut. Comment ça va, Thibaut ? Salut Ophélie, écoute, ça va très bien, on a encore eu un beau week-end et de belles courses. On va passer aux news rapidement puisqu'il y a quelques petites choses à dire. Est-ce que tu veux nous parler rapidement en Moto3 de la nouvelle qui est tombée cette semaine ? Oui, alors les Moto 3 devraient changer, notamment les motos devraient changer. Aujourd'hui, pour rappel, on est sur des 250 cm3 et on devrait passer en 2028 sur des 700 cm3, 2 cylindres 90 chevaux. Donc ça, c'est pour 2028, ça serait donc une Yamaha, un moteur dérivé des R7 que l'on voit déjà dans certains championnats, et donc on aurait un seul constructeur unique. Donc tout ça bien entendu pour réduire les coûts, et donc ce serait la fin des protos que l'on a l'habitude de voir avec KTM et Honda depuis maintenant depuis une quinzaine d'années et l'arrivée des Moto 3 en 2012. Et ils ont quand même un gros taf à faire, Yamaha, sur le moteur des R7, parce que pour en avoir vu dans certains championnats, en comparaison des Moto 3, les R7, elles se traînent d'une force. Je suis Ouais. un peu inquiète sur ce que ça peut donner quand même. En fait, j'ai un peu peur que ce soit des courses vraiment que en paquet, et qu'on perde un peu quand même ce qu'on voit actuellement en Moto 3, où on a quand même souvent les meilleurs qui sont devant. Après bon, à voir, c'est pour 2028. Enfin, d'ici là, on va avoir plus d'infos, et puis Yamaha va surtout pouvoir un peu créer cette nouvelle moto. Oui, c'est clair, attendons de voir avant de spéculer. Du côté des motos également, plutôt côté MotoGP, il y a eu les tests à Brno avec les 850 cm3 et les Pirelli. C'est assez difficile d'en parler puisque les seuls chronos qu'on a pu avoir, c'est des chronos non officiels. Les Aprilia semblaient plutôt bien, tout comme les Ducati. La Honda était pas tellement loin, et pour les Yamaha, un chrono tourne proche des Aprilia, mais on sait pas du tout si les chronos sont vrais ou pas. Et les pilotes n'ont pas le droit de faire de déclaration pour le moment, donc c'est un peu flou. Et c'est les seules infos qu'on a pour l'instant. On est obligé d'attendre les tests officiels pour en savoir plus. Puis surtout, Thibaut, ça y est, la saison du Mercato est ouverte. On a enfin eu des infos sur qui va où l'année prochaine. On a appris que Marc Marquez, j'allais dire sans grande surprise, mais il y avait quand même pas mal de spéculations sur un départ à la retraite, a signé pour 2 ans supplémentaires avec Ducati, donc jusqu'en 2020. Et à ses côtés, on va retrouver Pedro Acosta, pareil, sans grande surprise, puisque c'était quand même une rumeur qui traînait depuis un moment. Donc le duo rouge est affiché officiellement pour l'année prochaine. Quid de Pecco Bagnaia ? Il part aux côtés de Bezzecchi chez Aprilia avec un contrat de 4 saisons. Du côté de Ducati, il y a quand même eu une annonce, un petit communiqué pour dire au revoir à Pecco, ce qui n'a pas du tout été le cas côté Aprilia pour Martin, qui lui reste pour le moment sans guidon. C'est les seuls guidons qu'on connaît pour l'année prochaine, en dehors de Zarco qui reste chez LCR. Est-ce que tu penses que c'est pertinent comme line-up pour l'instant, Thibaut ? Écoute, on connaît plus ou moins les grosses news depuis fin février, notamment que Acosta va signer chez Ducati. Pour Marc Marquez, 2 saisons de plus, comme tu le dis. On aurait pu imaginer seulement 1 an. Là, c'est quand même 2 saisons. Acosta, donc pas du tout de surprise. Et pour Bagnaia, moi, ce qui me surprend, c'est 4 saisons. 4 ans, c'est quand même très long. Les seuls contrats de 4 ans qu'on a eu, c'était un Marc Marquez fin 2019. Bon, pas de chance, il s'est blessé en 2020. Et on a quand même bien galéré pour ensuite. Et là, alors est-ce que c'est vraiment 4 saisons sur la moto officielle ? On ne sait pas trop. Peut-être que c'est du 2 ans reconductible pour 2 ans. Enfin, on connaît pas trop, on ne sait pas trop tout ça, mais c'est vrai que 4 ans, c'est quand même assez long. Et puis pour le communiqué de Aprilia pour le départ de Martin, bon, ça n'a quand même pas l'air d'être la super ambiance entre Aprilia et Martin.
Donc pas trop surpris qu'Aprilia ne communique pas là-dessus. En même temps, après ce que Martin a fait, en début de saison et l'année dernière, c'est pas surprenant. Pour Voilà. Pecco, ce qui a été dit par les journalistes ce week-end, c'est qu'il avait un gros besoin d'être rassuré sur son avenir. Ce qui peut se comprendre vu comment ça se passe chez Ducati ces derniers mois. Par contre, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est quand même assez étonnant et assez risqué quand tu connais les nouvelles réglementations qui sont en train d'être mises en place. Après, Aprilia, que ce soit Rivola ou même, Brivio côté, Trackhouse, mettent quand même des choses en place pour que leurs pilotes, aient l'air bien en tout cas et que la moto, évolue dans le bon sens. Donc on verra ce que donnent les prochaines semaines parce qu'il reste quand même pas mal de places vides pour 2027. Puis bon, on a eu quand même des grosses annonces cette semaine avec des nouvelles réglementations pour les courses. À partir de ce week-end à Assen, il n'y avait plus de all shot device. Alors on s'y attendait puisqu'il y a quand même eu beaucoup d'accidents ces dernières semaines, derniers mois à cause de ce dernier. Et puis également, et ça c'est un peu l'effet ricochet de l'accident de Zarco, on va pas se mentir, c'est que la grille sera espacée pour toutes les catégories des Le Saxon Ring. Et surtout, gros changement au règlement, c'est que les constructeurs n'auront plus le droit qu'à 6 motos maximum en 2028 en MotoGP. Est-ce que tu as un avis sur tout ça, Thibaut? Oui, alors pour la partie des all shot device, moi je suis personnellement content parce que je ne trouvais pas ça pertinent, on va dire, enfin de voir c'est un peu ces dragsters au départ. Bon, pour moi un départ normal comme on l'a eu pendant des années et des années, c'était très bien. On avait un peu peur quand même pour cette course, d'Assen d'avoir des problèmes au départ. Heureusement, on n'en a pas eu. Tout le monde s'en est bien sorti. On risque d'avoir un ou 2 pilotes qui risquent de cabrer un peu au départ lors des prochaines courses, mais pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. Pour la partie de la grille à espacer, pour toutes les catégories, là, je suis dubitatif parce que lorsqu'on a des grandes lignes droites, ça veut dire que les pilotes qui sont derrière en fin de grille, eux, ils risquent de se retrouver quand même avec, beaucoup plus de vitesse en arrivant au premier virage. Donc, si tu rates ton freinage un peu à la Jorge Martin comme, en Hongrie, tu fais un strike également. Donc, à voir, ce que ça va donner. Et pour les 6 motos max par constructeur à partir de 2028, c'est plus ou moins ce qu'on avait déjà le cas, enfin, c'est ce qu'on a déjà le cas actuellement depuis que Ducati est passé de 8 à 6 motos. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui on va se retrouver avec un constructeur, qui va mettre plus de 6 motos. On va passer côté Moto3, Thibaut, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire en MotoGP à la suite. Côté Moto3, on avait Marco Uriarte qui remplaçait toujours David Munoz, toujours absent. Et puis, des côtés des qualifications, on a eu, O'Gorman, Ogden, Pratama, Bertelli qui se sont sortis de la Q1 et c'est évidemment, sans grande surprise, Quiles qui est allé prendre la pole devant Kelso et Brian Uriarte. On a Marco Morelli qui se place 4e et retenez bien ce nom puisque c'est important. En course, c'est Maximo Quiles qui vient prendre la victoire devant Almanza et Morelli. Les autres protagonistes finissent un petit peu plus loin puisqu'on a Jesus Rios qui termine 5e, Brian Uriarte qui termine 6e, Kelso 8e, Adrien Fernandez 9e, lui qui a quand même pas mal de points à aller chercher puisqu'après sa pénalité, il est 20e du classement général. Et puis surtout, au championnat, prend la tête, enfin garde la tête plutôt avec 211 points devant Alvaro Carpe et Almanza. Gros point à noter, Thibaut, dans cette course, c'est la chute de Carpe qui se fait littéralement rouler dessus et qui a le droit de repartir en piste. Ouais. Ouais, ouais, bon alors heureusement pas de blessure. On est content d'avoir une petite moto là, une moto pas très enfin assez légère, parce que là vraiment il se fait rouler complètement dessus par un pilote et en fait, bah, il se relève comme si de rien n'était et il repart. Bon, on peut se poser quand même la question, est-ce que c'est bien de laisser repartir un pilote qui vient de se faire rouler dessus, qui en plus, a l'adrénaline, donc même s'il est blessé, là tu te relèves vite et puis tu repars comme si de rien n'était. C'est quand même un peu dangereux pour moi, surtout que, bon, bah, quand tu termines, enfin quand tu es par terre, alors dès le premier tour, tu perds vite, 15-20 secondes, ça va quand même être difficile de marquer des points. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Au final, en plus, il abandonne. Pas trop compris pourquoi Carpe est reparti, directement. Ouais, si on était dans une course sous la pluie, tu sais que tu peux faire quelque chose. Là, quand tu perds, 15-20 secondes d'entrée, c'est mort pour toi. Il a rien à jouer au il a rien à jouer au championnat, bien sûr que si, parce qu'il reste quand même 12 courses, mais il a 121 points. Une course de plus, une course de moins, même s'il était bien parti.
allait pas changer grand-chose pour lui et je trouve que encore une fois, ça met en lumière le manque de clarification sur, le protocole de chute des pilotes parce que là, il s'est littéralement fait rouler dessus par, un autre pilote, et ça m'a fait beaucoup rire, c'est que les journalistes, sur Canal ont dit: «Heureusement, les motos sont légères». Bah oui. Je pense que te faire rouler dessus, moto légère ou pas moto légère, les dégâts peuvent être, importants quand même. Donc j'ai trouvé ça un peu lunaire et je serais curieuse de savoir dans les semaines à venir, s'il a des séquelles de cette chute ou pas. Bah là, je pense que demain, enfin au réveil, il risque d'avoir un peu mal partout. Il va avoir des courbatures un peu partout, mais bon, après voilà, il a abandonné, mais il devait pas avoir de trop de problèmes, et tant mieux pour lui parce que bon, ce serait dommage quand même de perdre un protagoniste pour les victoires. Parce qu'il est tout de même deuxième du championnat. Oui, puis pilote, extrêmement talentueux donc ça en rajoute, enfin ça fait que c'est encore plus, embêtant même si toute blessure est embêtante, comme tu dis, si ça enlève un protagoniste au championnat, ça devient compliqué. Surtout que Almanza lui est un peu plus loin, il a 200 points d'écart avec Kiles. Course un peu plus mitigée aussi pour Pratama qui lui, ne termine pas. À noter tout de même que Morelli fait son 3e podium de la saison. Et puis, surtout Kiles c'est 10 courses, 9 podiums, 6 victoires. Ouais, ouais, bah, qui laisse un peu comme on le voit depuis le début de saison. Alors là, en plus, cette course-là, on a rapidement eu des Quilles et Almanza qui ont pu un peu s'échapper, créer un petit écart et vraiment sur les 2 derniers tours, quand Quilles a voulu accélérer et bah, ciao. Parce qu'on pouvait se dire: «Ah, Almanza va peut-être se battre avec Quilles pour la victoire», mais non, non, quand Quilles a voulu accélérer, il est parti et il s'impose assez facilement, on va dire. Puis, bon, avec une demi-seconde d'avance, mais dans le dernier tour, il n'a pas eu peur de se faire doubler et oui, qu'il laisse, comme tu dis, 9 podiums en 10 courses, 6 victoires. Bon, bah, c'est le grand favori depuis le début de saison et toutes les courses, il enchaîne. Il nous montre de toute façon qu'il est meilleur que tout le monde. Ouais, il y a pas de débat sur le sujet, même s'il y a des pilotes extrêmement talentueux en Moto3 en ce moment. On est quand même, assez gâtés, je trouve, entre les Oui, rookies et les pilotes qui sont encore présents. Je pense qu'on a une génération de pilotes qui arrive, qui va faire très, très mal, aux anciens, mais effectivement qui laisse, comme avec Alonso, il y a pas de débat sur, le potentiel exceptionnel, du pilote. En parlant d'Alonso, on va pouvoir passer, Moto2, Thibaut. Hem, Sauf si tu as quelque chose à rajouter sur la catégorie Moto3. non, 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 c'est bon. Alors on va pouvoir parler de Navarro. Navarro qui s'est fait littéralement virer cette saison de chez Forward, mais qui fait, son retour pour remplacer Barry Baltus qui s'est blessé à Brno. En fait, Navarro ne partira jamais de ce paddock. C'est quand Il même est toujours Navarro, de il retour. faut quand même dire au Mugello, il est arrivé, il était devant le box de Forward, on lui a dit: «Non, non, en fait, tu roules pas». Donc le gars, il s'est vraiment déplacé, sur le circuit pour se faire virer devant tout le monde. Donc mais oui, c'est marrant, Badge désactivé. voilà, c'est un peu marrant de le voir, voilà, il fait un peu des courses à droite à gauche, il remplace, des pilotes. Là, on a un Marcos Ramirez aussi qui va revenir. C'est un peu pareil, c'est le genre les 2 pilotes là, on a l'impression de toujours les voir entre Supersport et Moto2. Ils font pas grand chose, bon, ils reviennent, tant mieux pour eux. Alors du côté des qualifications, c'est la 2e pole de suite pour David Alonso, puisqu'il s'est qualifié en Q2, mais en Q1, on a, Fernandez, Van der Gomberg, Vietti et Piqueras qui se sont sortis de la Q1 et comme je le disais, c'était la 2e pole de suite pour Alonso, lui qui n'en avait jamais fait avant Brno. Il devance un surprenant Alberto Fernandez qu'on n'avait jamais vu aussi rapide, et surtout Izan Guevara. Les principaux protagonistes du championnat sont, tous les 3 sur la première ligne. Et du côté de la course, enfin, Thibaut, il est enfin allé chercher cette victoire. On l'attendait quand même depuis un moment et la course était quand même très, très disputée. Bien que la course MotoGP était, très intense et très intéressante, aujourd'hui, la course Moto2, fallait être devant au moins pour les derniers tours puisque Alonso s'est imposé devant Gonzalez qui a mené une bonne partie de la course et qu'on a cru être victorieux ce dimanche jusqu'aux derniers instants. Et pour finir sur le podium avec Ajus à la 3e place. Puis côté top 10, on retrouve aussi Guevara en 4e place, Ortola 5e, Holgado 6e, Huerta 7e, Salak 8e et Weyer et Ferrandez, j'y arrive pas, le pauvre, il y a trop de Ferrandez et de Fernandez dans ce paddock qui vient compléter le top 10. Donc c'était quand même assez serré et du côté des chouchous de Seki en pole, Honshu n'a pas terminé la course et Vietti non plus. Au championnat,
Gonzalez va garder la tête avec 185 points et demi. Faut pas l'oublier, celui-là, il peut compter à la fin, devant Guevara et Agius. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course, Thibaut? Bah, écoute, peut-être une des plus belles courses de la saison, notamment pour les derniers tours. On avait un David Alonso quand même qui avait pris la tête et qui avait fait un petit écart. On s'est dit: «Bon, bah, allez, il va s'imposer». Et finalement, on a les 2 pilotes d'Inavolt, Manuel González Senna-Ajus, qui font une deuxième partie de course assez folle. Les 2 reviennent sur Alonso et bon, au final, tout se joue dans la dernière chicane. Les 2 derniers tours sont magnifiques et là, dans la dernière chicane, comme très souvent à Assen, et bon, c'est Alonso qui s'impose pour 24 millièmes d'avance et Ajus pour 2 dixièmes derrière. Ça aurait pu être les trois auraient pu gagner, comme les 3 auraient pu finir au sol. On aurait pu avoir un carnage dans la dernière chicane. Bon, tant mieux, On tout y se a passe cru bien. à la chute par Ouais, moment. ouais, tout se passe bien, tant mieux parce que mais ça montre quand même qu'on a les 3 pilotes là, pour moi, montre quand même qu'ils sont très, très forts. Alonso, bah, comme tu dis, première victoire de la saison. La semaine dernière, on avait eu le premier podium, du côté de Brno. On avait déjà été surpris de se dire: «C'est seulement le premier podium». Bon, bah, là, c'est la première victoire. Gonzalez, lui, bah, il continue toujours sur sa lancée, il est toujours là. Et puis même un Ajus, hein. Ajus, il est quand même assez régulier. Et ce sont les pilotes qu'on annonce l'an prochain en MotoGP. Et au moins, pour une fois, tous les pilotes qu'on annonce en MotoGP le mériteraient vraiment. Oui, il y a vraiment pareil, comme en Moto3, il y a vraiment on est assez gâtés en termes de pilotes encore une fois. Même, Guevara et Ortola, toujours réguliers, toujours dans le top 5. Les seuls qui sont un peu décevants cette année, c'est Honshu et Canet. Il va peut-être falloir prendre une décision à un moment donné parce qu'on le voyait, jouer le titre, à un moment donné, mais ça n'arrive pas. Peut-être que ça n'arrivera jamais surtout. C'est fini sa dernière saison à lui. Mais À mon sens, il devrait déjà ouvrir la porte du supersport, ou du superbike, et encore du superbike, je suis pas sûre, mais au moins du supersport, pour lui parce que ça devient très, très compliqué et limite ça devient un peu, enfin ça devient c'est presque humiliant pour lui oui. de se prendre la fessée tous les Ah oui, week-ends oui. par des pilotes, beaucoup plus jeunes. Mais de la même façon que même si je l'adore, que je rêve de le voir en MotoGP alors qu'il n'y aurait pas sa place, même Vietti. Vietti, à un moment donné, peut-être qu'il devrait aller ouvrir la porte du supersport, du superbike comme a pu le faire Boulega et aller vivre des courses où, il peut aller se battre. Même si actuellement il est 5e du championnat, il est encore tombé ce week-end. Enfin, c'est déception sur déception au final et l'écart de points est énorme, énorme entre les pilotes. Il est à Non, mais 109 points, face à 185. quand tu parles de d'Aaron Canet, il a marqué 13 points en 10 courses. Meilleure Ouais, non perf, mais il a fait une c'est fois 10e, sinon il est tout le temps en dehors du top 15. Il est par terre ou en dehors du top 15. L'année dernière, Canet, il jouait le championnat. En début de saison, on le mettait dans les grands favoris. Et là, en fait, c'est pareil pour Denis Honshu. Marc VDS, ça fait 15 ans qu'on les voit régulièrement jouer des victoires, les podiums, des titres en Moto 2. Cette saison, ils sont 18e et 20e du championnat. À eux deux, ils ont 30 points. Ils ont même pas 30 points aux deux pilotes après 20 courses. C'est une catastrophe complète pour les deux. Oui, Canet, là, cette fois, c'est fini. Vietti, c'est quand même son premier abandon de la saison. Donc on s'est souvent moqué de lui, les années précédentes en disant qu'il était tout le temps par terre. Là, il a quand même attendu la 10e course pour être par terre. Donc comme quoi il progresse. Oui, je oui, suis méchant. clairement. Clairement, il coûte moins cher en carénage cette année. Voilà. Et il est à 20 points de la 2e place, Vietti. Il est capable de bien terminer, mais comme tu dis, tu l'impression Mais qu'il progresse pas. heureusement, dans le team dans lequel il est cette année, heureusement qu'il arrive à faire quelque chose quand même. Oui, mais il progresse pas. Depuis 4 ans, il n'a pas progressé. Et c'est Ouais là où et on à un voit moment les donné, il a quand même fait toutes les motos du plateau Moto2, donc le problème vient sûrement de lui, malheureusement. Et c'est là où on voit un David Alonso, Daniel Olgado, Ivan Ortola, ce sont leur 2e saison et ils sont déjà au niveau d'un Vietti. Un Ajus, c'est quoi sa 3e saison vraiment à 100%, enfin toute la saison, il est devant. Un Gonzalez, alors lui, ça fait un peu plus longtemps, mais il a progressé tout au long depuis qu'il est arrivé, jusqu'à jouer vraiment le titre. Donc non, c'est là en fait on voit la différence entre des pilotes qui progressent et qui ont vraiment un très bon niveau et qui peuvent vraiment passer en moto GP sans que ce soit surprenant. Et puis des pilotes qui en fait sont souvent placés mais n'ont pas l'air de progresser. Et un Vietti, voilà, c'est comme Canet, ça pourra rester des années. C'est comme on a eu un Sam Lowe, c'est comme on avait un Tom Luthi à l'époque, ce genre de pilote, de très bons pilotes Moto 2, mais au bout d'un moment, ça ne le fait plus. Oui et puis comme je disais, en fait, peut-être que malheureusement, il faut se rétrograder en termes de championnat
et en repartant en super sport, en superbike, mais c'est ce que Boulega a fait et Boulega, a complètement, step up autant dans son niveau que dans son pilotage et cetera. Des fois, c'est ce dont ils ont besoin. Des fois, ça va trop vite pour eux aussi, c'est trop, le gap est trop grand, et ça prend des places d'autres pilotes qui auraient, plus de légitimité à aller en Moto3. Et avec ce qui arrive derrière, de toute façon, je pense que leurs guidons sont un peu, sur un fil. Après, Vietti, il est quand même 5e du championnat, donc on est un peu Oui, dur, oui, je oui. pense. Mais comme tu dis, il manque un petit step, qu'il a pas passé. Par contre, à côté, on a des pilotes, chez CF Moto, où, ils ont pris, 1 an pour, apprivoiser la moto, les circuits et maintenant, ils font que briller et petit à petit, ils vont aller chercher des titres. Donc voilà, c'est que le niveau est quand même assez haut. Ça fait quand même assez longtemps, je trouve, qu'on a eu un niveau, aussi élevé en Moto2, et pour lequel on a des courses, aussi chouettes. Enfin, Gonzalez, il s'est vraiment trouvé cette année. Il a vraiment trouvé, ce petit déclic qui lui manquait pour aller chercher le titre et honnêtement, j'espère vraiment qu'il va être capable d'aller le chercher et qu'on va enfin lui donner un guidon en MotoGP puisque ça serait un scandale qu'il ait pas qu'il y ait pas le droit, et qu'on place déjà, des mecs comme Alonso qui, sont pas encore partis chercher le titre dans la catégorie. Mais bon, ça, c'est Ouais. ce que nous Non, réserve mais l'avenir du mercato, quoi. tu dis pour Gonzalez, 10 courses, 8 podiums, 4 victoires. Enfin, c'est difficile de faire pire. Sa plus mauvaise performance, c'est 5e. En fait, il fait tout pour être champion du monde. C'est vraiment une saison de champion du monde en puissance et donc oui, il mérite d'être, vraiment d'être en MotoGP et on espère qu'il le sera. Et c'est vrai que derrière, on a quand même des pilotes derrière, Gonzalez. Un Guevara, c'est pareil, on l'avait jamais vu comme ça depuis le début de saison, c'est toujours dans le top 7, 10 fois dans le top 7. Un Ajus qui a eu des problèmes un peu en début de saison, mais il a quand même, 2 victoires et 4 podiums. Enfin, tous les pilotes sont réguliers. Le seul, ouais, qui a fait un peu des petites erreurs, c'est David Alonso. Mais pareil, Alonso, il est régulièrement dans le top 5. Il a déjà fait 7 fois dans le top 5. Enfin, voilà, on a vraiment des pilotes qui sont, aujourd'hui le top 5, top 6. On sait qui on va avoir dans le top 5, top 6, ce qui n'était pas le cas toujours les années précédentes. Et comme tu dis, on a un championnat très serré parce que souvent les qualifs, ça se joue en une seconde, tu passes de la première à la 15e place. Et ce championnat est quand même, intéressant et surtout depuis 2-3 saisons, on a vraiment des belles courses, alors qu'avant c'était un peu une procession avec des pilotes qui se suivaient, sans pouvoir se dépasser. Bah, je pense qu'on a aussi, le futur, plateau MotoGP sous les yeux, et qu'on va avoir un niveau qui sera sûrement très élevé puisque on va avoir, des pilotes en MotoGP qui sont là pour encore un petit moment, d'autres qui vont partir et qui vont laisser pas mal de place. Avant de passer au MotoGP, il y a quand même un petit point à relever pour Eskrig, qui s'est pris une pénalité, de longue lap pour dépassement des limites de piste. Il a pas fait sa pénalité, donc il s'est pris une double pénalité de longue lap pour non-respect du long lap. Et puis il est pas allé faire ses longues laps, donc il a pris un right-through, pour non-respect de la double pénalité du long lap, et puis au final, il a pas fait, son right-through, donc il s'est pris une pénalité du temps, qu'aurait dû, lui prendre, s'il l'avait respecté. Il y a eu quand même une petite subtilité, c'est qu'il a plu dans la nuit à Assen et que le long lap était détrempé en Moto3 et que du coup, ils ont supprimé les long laps pour imposer, 3 secondes de pénalité à toutes les personnes qui auraient dû en prendre un. Ça peut expliquer pourquoi il ne l'a pas fait, enfin pourquoi il a pas fait ses long laps. Par contre, le race-through, qu'il l'ait pas fait, ça c'est un peu plus, discutable. Je pense qu'il ne une enfin, alors peut-être qu'il n'avait pas sur le dashboard, il n'arrivait pas à comprendre, ce qui se disait, mais il ne devait rien comprendre. Long lap, bon, bah, il s'est dit: «On va me rajouter 3 secondes à la fin». Après double long lap, il a dit: «Bon, bah, peut-être que je suis ressorti à nouveau», il savait pas trop et à la fin, en fait, il se prend le ride through vraiment, après la course. Enfin Ah vraiment mais ça a été annoncé, le fait que la pénalité soit revenue à la normale, ça a été annoncé juste avant la course Moto2, donc si c'est voilà. le cas, c'est Mmh. qu'il y a eu une mauvaise communication dans son team aussi. Ouais, ouais, ouais. Puis bon, après, il jouait, il était aux alentours de la 8e place, je crois. Si tu fais un ride through, bon, bah, tu te prends, 30 secondes. Là, il a eu 26 secondes de pénalité. Tu sais que, bon, bah, c'est fini, tu marqueras pas de points. Je pense qu'il a voulu se dire: «Eh, tant pis, je termine ma course comme ça et puis je montre que je Autant suis rentrer chez capable soi, quoi. je suis capable de battre les autres». Il a voulu se battre jusqu'à la fin et voir vraiment quelle position il allait pouvoir terminer à la régulière. Après, de toute façon, c'était fini pour lui avec le race through. Donc après, on peut comprendre qu'il ait fait ça, même si bon, c'est pas très bien.
Exactement, je suis d'accord avec toi. On va passer au MotoGP parce qu'on a plein de choses à dire, Thibaut. Quelques news déjà, le retour d'Alex Marquez qui revient pour tenter de faire le week-end entier. Il avait quand même pris, une bonne boîte, sur les derniers grands prix, donc il a été, déclaré fit, mais il s'est repris, une grosse chute, en début de week-end. On a même pu voir des images de Marquez qui passe à côté de son frère, qui le voit, dans le bac à gravier et qui est très, très inquiet. Alors rien finalement pour le pilote à part des brûlures, il a même, perdu son gant. Il disait qu'il l'avait peut-être mal serré avec la chaleur, mais du coup son gant s'est envolé. Comme quoi l'importance, de l'équipement, en moto. Et puis, Johan Zarco qui commence à nous manquer. Là, ça commence à faire long, qui est toujours absent, qui est remplacé par Karl Crutchlow. Karl Crutchlow qui arpente les paddocks avec sa fille et qui, permet au CM de LCR de s'en donner à cœur joie puisque la com n'a jamais été, aussi drôle depuis, qu'il est de retour. Je sais pas toi Thibaut, mais moi j'adore revoir Crutchlow dans le paddock parce que le duo, Crutchlow-Miller, m'avait vraiment manqué. Je trouve que ça a rapporté une petite fraîcheur, aux pilotes, dans le paddock. Et puis, toujours en MotoGP, Augusto Fernandez qui est wildcard ce week-end, et Aldeguer qui s'est blessé le vendredi en se fracturant une vertèbre. Il est forfait pour le week-end. C'est un début, de saison assez difficile, pour les 2 pilotes Gresini. Est-ce que tu as des choses à noter, sur Ouais, ces ouais. infos, Thibaut? Oui, voilà, Fermin Aldeguer qui prend une grosse chute, oui, il prend une chute et derrière malheureusement, c'est en arrivant dans le bac à gravier, donc il se fracture une vertèbre. Là, ça risque d'être encore une absence, peut-être pour le prochain Grand Prix, voire les 2 prochains Grands Prix. On sait qu'il s'était fracturé le fémur au mois de février. Ouais, saison un peu galère pour lui alors il revenait quand même bien, régulièrement dans le top 10. Alex Marquez qui perd un gant en chutant, ça quand même c'est un truc assez fou. On a rarement vu ça. Alors on avait eu Quartararo qui avait eu la combi qui s'était ouverte, mais perdre un gant, donc là, bah, il s'est brûlé le bras et la main. Heureusement, au final, c'est sans trop de gravité, parce que là, ça aurait pu vraiment être très grave pour lui. Ouais, ouais, donc c'est vrai que pour Gresini, c'est difficile. Alors que l'année dernière avait été une super saison pour eux. 2026, bon, bah, c'est pas ça du tout. Pour Crutchlow, oui, bah, lui, il s'amuse, hein, il vient, il fait des petits tours. Déjà avant, il était marrant avec les journalistes, il rigolait tout le temps. Bon, bah, là, maintenant, ça fait 3 ans qu'il pilote plus, donc là, il profite, hein, il s'amuse. Sa fille, elle est Ah bah, contente d'être là. clairement, il vient faire l'héritage de sa fille, là. Ah, mais c'est ça, puis après lui, il se marre, hein. On voit les comme tu dis, les vidéos avec Miller, c'est comme s'il était un peu invité sur toutes les courses, voilà, bon, bah, tiens, au final, tu roules, OK, il est content. Malgré tout, il est pas ridicule. Alors oui, OK, il est dernier, tout ça, mais pour quelqu'un qui ne pilote plus depuis 3 ans, qui en plus n'a quand même pas non plus la meilleure moto, non, non, moi je trouve il s'en sort pas trop Il mal. est à 29 secondes, il est à 29 secondes. Ouais, voilà, Il y a c'est un peu si je dis plus pas de d'une bêtises, seconde, c'est sur l'ensemble de la course. allez, on va dire, c'est 1 seconde au tour. Franchement, 1 seconde au tour et vu le niveau du MotoGP et quand on regarde le niveau, bah, notamment là des Aprilia, c'est pas ça va, c'est pas une catastrophe, hein. On va passer au vif du sujet parce qu'on pourrait parler, de la vie des pilotes, en long, en large. Ça me fait penser qu'on n'a pas précisé que Pecco Bagnaia avait été annoncé, comme, papa ce week-end. La rumeur est tombée, il y a quelques semaines, ça a fait débat dans les médias et au final elle a accouché ce week-end. Il a bien gardé son secret, le pilote italien. Côté qualif, on a eu un quadruplé Aprilia avec la pole de Jorge Martin. C'est sa première chez Aprilia devant Ogura, Bezzecchi et Fernandez. Derrière, on a Bagnaia, Digia et Marquez qui suivent. C'est la moins bonne qualif de Marquez depuis le début de la saison. Et Quartararo est 9e, ce qui est à souligner. Il avait l'air un peu agacé en qualif, mais il est quand même dans le top 10. Et puis, côté sprint, vraiment, les Aprilia, vous en aurez entendu parler tout le week-end, puisque c'est Raúl Fernandez qui remporte la course devant Ai Ogura et devant l'intrus, Digia, qui vient se placer à la 3e position en sandwich juste entre les Aprilia, puisque c'est Bezzecchi qui vient se placer 4e et Martin 5e. Marquez, lui, est 6e devant Bagnaia, Bastianini, Acosta et Quartararo qui loupe les points à une place. Et on a eu un autre finish first lap. C'est évidemment Joan Mir. On ne vous apprend rien. On pourrait l'enregistrer, cette phrase, et vous la ressortir à chaque épisode. Et puis, côté course MotoGP, on a quand même vécu une victoire historique, Thibaut, puisque ça faisait pas moins de 2 décennies que le Japon
en 2004, n'avait pas vu un de ses représentants s'imposer en catégorie reine. C'est Ogura qui vient remporter la course du dimanche après une belle bataille avec son coéquipier. Raoul Fernandez lui a signé une deuxième place devant Jorge Martin qui a pris les commandes du championnat, et Bezzecchi s'est clairement mis une énorme caisse puisqu'il a fini au bac à gravier après une chute durant laquelle il a vraiment pas mal rebondi. Et puis côté top 10, on termine avec Alex Marquez, Bastianini, Marquez, Quartararo, Binder et Rins. Et puis au championnat, c'est Martin qui prend la tête devant Bezzecchi avec 7 points d'écart et devant Didja qui grappille des points petit à petit. Grosse chute, Thibaut, pour Bezzecchi ce week-end. On parle de pression. Il y a pas que ça, je pense, mais ça a l'air d'avoir pris un peu de place dans sa tête. Qu'est-ce que tu penses de ce week-end, de ces dernières semaines, mois qui semblent quand même compliqués pour le pilote italien? Ouais, ouais, grosse chute. Là, il s'envole, enfin, il rebondit. J'ai quand même eu assez peur. J'avais peur qu'il soit inconscient un peu, lors de sa chute parce que Ça a là, été enfin, annoncé qu'il a aucune fracture. Il est allé faire ouais, des bah, tant radios tant et un mieux pour scanner lui. à l'hôpital. Il y a pas de fracture et il est prêt à repartir chez lui. Tant mieux pour lui. En plus, il finit quand même dans les air fence. Alors heureusement, en plus, c'est les pieds qui tapent, le air fence, mais c'est une grosse chute, ce qui est quand même assez rare à ce virage en MotoGP. Heu, pour, heu, pour ses résultats depuis quelques courses, bah, ouais, Bezzecchi, il fait un début de saison qui était super. Il avait quand même 4 victoires lors des 7 premières courses et là, sur les 3 derniers dimanches, 0 points. Alors bon, on a eu Brno où il a été exclu, mais maintenant est-ce que c'est la pression? J'ai envie de dire, en 2022, on a entendu que Quartararo, il avait pas tenu la pression face à Bagnaia. En 2023-2024, c'était Bagnaia et Martin ne tenaient pas la pression, ils étaient tout le temps par terre. En 2025, Bagnaia tenait pas la pression face à Marquez. Enfin, toutes les années, on a l'impression que les pilotes ne tiennent pas la pression. Non, c'est juste que les mecs, ils sont à 100% tout le temps. Et puis, bah ouais, bah ça chute. Ils font des chutes. Et Bezzecchi, début de saison, bah tout lui réussissait. Et aujourd'hui, bah rien ne lui réussit. Et là, alors, la Hongrie, c'était pas de sa faute. C'est Martin qui le met par terre. La République tchèque, bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Et là, bah oui, c'est une chute. Bon, bah voilà, il a chuté comme ça peut arriver. Alors, on va pas parler des sprints où là, il a quand même fait plusieurs erreurs cette saison. Mais le dimanche, on va dire, c'est sa première vraie erreur de la saison. C'est sûr qu'au championnat, ça fait mal parce que sur les 3 dernières courses, 3 derniers week-ends, il marque quasiment pas de points. Il doit marquer, 15 points en tout. Donc oui, c'est difficile pour Bezzecchi malgré tout. Faut pas non plus trop s'inquiéter, faut pas qu'il se prenne trop la tête. Mais il Faut reste se re encore 12 courses. Le mais voilà, championnat est pas fait, en fait. faut se remettre en fait, faut reprendre peut-être ce qu'a fait un Marc Marquez aujourd'hui sur cette course, à Assen. Il pouvait pas gagner. Bon, bah, il termine, 6e, 7e. Et ben, tu termines 6, 7e. Mais au moins, tu te remets un peu la tête à l'endroit. C'est ça, en fait, qui va compter pour Bezzecchi. Et voilà, après, c'est un mauvais moment. C'est comme un peu quand tu joues au poker ou un peu au jeu d'argent. Bah, des moments, tout réussit. Et puis d'autres moments, c'est pas pour toi. Donc, C'est pas ton jour. voilà, c'est pas ton jour. Tu baisses la tête, t'attends. Et puis ça ira mieux bientôt. Parce que en plus, il a une chance, Bezzecchi, c'est que la moto, elle est super bonne. On a encore vu, ce week-end. Oui, c'est clair, il est pas en train de jouer le titre avec la Yamaha. Après C'est je ça. trouve que encore une fois, comme tu l'as dit, les médias parlent de pression, pression, pression. Effectivement, il y a de la pression, mais encore heureux quand tu joues un championnat Et c'est ça. et un titre à ce niveau, si tu n'as pas la pression, c'est que tu t'en fous et que tu n'as rien à faire là et que limite, enfin à mon sens, si tu as pas de pression, c'est que tu mérites même pas d'être là en fait, ça fait partie du sport, ça fait partie des enjeux. Si tu n'étais pas sous pression, dès que tu as 12-13 ans, tu arrives pas en MotoGP. Comme tu dis, si tu en as un Bah, peu c'est rien à ça foutre, clairement. tu arrives pas là. Non, non, pour moi, l'Aprilia est très forte et puis il a une chance aussi. Là, aujourd'hui, c'est Ogura, donc on va en reparler, qui gagne. Des fois, ça va être Martin. On a un Raoul Fernandez aussi qui peut gagner. On a un Didja, on a un Marc Marquez. En fait, c'est serré. Donc là, aujourd'hui, on a 5-6 pilotes qui sont capables de remporter le titre. Et c'est la chance. C'est pas comme l'année dernière où tu avais c'est pas comme un Marc Marquez l'année dernière qui enchaînait que des victoires, ou même un Alex Marquez qui terminait toujours deuxième. Et si tu as un pilote qui est très très régulier tout le temps, là c'est chaud. Maintenant, tous les pilotes font des erreurs depuis le début de saison. Bon bah voilà, c'est Bezzecchi, pour moi, faut pas trop qu'il s'inquiète. Il a fait un bon début de saison. Maintenant, va falloir se remettre la tête à l'endroit, mais il peut toujours être champion du monde.
Oui, c'est clair. Et puis Aprilia fait quand même un très, très bon week-end parce qu'on a vu Ogura qui est très, très solide et lui, il a vraiment, depuis quelques semaines débloqué un gros point, dans son évolution en tant que pilote MotoGP. Il se qualifie bien, il fait des bonnes courses, il fait des beaux sprints. Ce week-end, il y a eu lui, mais il y a eu Raúl Fernandez aussi, on le voit de plus en plus aux avant-postes. C'est son deuxième podium seulement de la saison, mais c'est aussi, sa deuxième victoire en sprint. Et puis Martin qui est toujours là, Martin qui a fait une pole, Martin qui a fait une bonne course, qui avait pas le rythme pour suivre, les 2 Trackhouse. C'est un peu un peu frustrant quand tu es dans le team usine et que les 2 teams satellites, sont devant toi. Mais au final, Aprilia, entre Brivio et Rivola, ils ont quand même, un gros potentiel et je comprends, encore plus qu'ils aient eu envie, d'aller, chercher un pilote comme Bagnaia pour la suite. Ils sont dans une dynamique où, ils veulent, italianiser complètement, leur team. C'est chouette à voir, finalement. Oui, oui, oui et puis là, comme tu dis, Trackhouse là, ça doit être le champagne, hein, pour, ce week-end. 2 fois, enfin double doublé, on va dire. Ogura qui gagne, donc comme tu dis, premier japonais, en plus de 20 ans qui gagne. Bon bah, c'est mérité et en fait, c'est logique. On l'attendait depuis quelques courses. Comme tu dis, il a débloqué quelque chose. En fait, ce qu'il a débloqué, c'est la qualif. Avant, il partait Mmh. 10e, 12e. Aujourd'hui, il part, sur la première ligne et c'est plus simple quand tu n'as pas, 10 pilotes à doubler et on sait que sur la deuxième partie de course, il est souvent le plus rapide et là, en fait, enfin, on l'avait déjà eu en République tchèque. La question, c'était: «Bon, bah, la victoire, elle est pour lui, elle va arriver». Et on était même un peu déçus de pas le voir gagner en République tchèque. Et là, cette fois, dès la mi-course, on s'est dit: «Bon, bah, cette fois, elle est pour lui et personne n'ira le chercher». Et puis pareil, hein, Raúl Fernandez, il fait son deuxième podium de la saison, un peu plus irrégulier, mais lui aussi, quand il est en forme, très difficile à battre, très costaud. Et aujourd'hui, Aprilia, bah, ouais, c'est la meilleure moto. C'est la meilleure moto malgré tout, on va en parler. Ducati n'est vraiment pas loin. Ducati, clairement n'est pas loin puisqu'on retrouve un Marquez, alors qui a fait sa plus mauvaise qualif de la saison en se qualifiant 7e, mais qui arrive en course à nous faire, son meilleur tour avec un pneu soft à 3 tours de la fin. Il était clairement, pas capable de faire mieux, ce dimanche, mais faire mieux vu ce qu'il a fait, c'est déjà beaucoup. Il nous a même refait, une grosse attaque sur Zivia avec une petite ambiance 2015, Rossi Marquez en passant, dans le gravier. Bon, il a dû rendre une place et purger sa pénalité, mais il a quand même fait un week-end qui était vraiment très, très beau à voir. Et puis, Bagnaia qui a fait, une sprint pas dégueu non plus et qui avait commencé à faire un très beau début de course, mais il a dû, arrêter sur souci mécanique. Alors on n'avait pas d'infos sur ce qui avait pu se passer pour lui vu qu'il est parti précipitamment, comme je l'ai dit, pour l'accouchement de sa femme. Fera parler qui veut d'aller rejoindre sa femme pour un accouchement quand tu es en train de jouer, un titre de champion du monde. Et Ducati a fait un communiqué de presse, comme ils le font après chaque course, et Bagnaia, a déclaré: «Mon départ n'a pas été mauvais, j'ai essayé de rester au contact des leaders dès le début et de gagner des positions dans le groupe, mais je ne pilotais pas comme je le souhaitais, j'avais beaucoup de difficultés à ralentir la moto et à la faire s'arrêter correctement. Peu après la mi-course, la situation est devenue vraiment difficile à gérer, au point qu'il n'était plus envisageable de continuer. Je suis désolée de conclure ce week-end de cette manière, surtout ici à Assen.» Globalement, il avait pas de frein, quoi. Donc ça peut devenir vite compliqué. Ouais, c'est embêtant. C'est embêtant quand sur une moto, t'as pas de frein. Mais malgré tout, Bagnaia, moi, depuis quelques courses, je trouve qu'il est enfin, on retrouve le pilote qu'on a connu, ces dernières saisons. Ce n'est plus le pilote qu'on a eu en début de saison, ce n'est plus le pilote de l'an dernier et et aujourd'hui, un Bagnaia, il est alors, ouais, il est un peu derrière Marc Marquez, mais il est pas si loin, hein. Là encore, sur cette course, à des moments, il s'est battu avec Marquez. Marquez, il s'est pas tant amusé que ça, hein, face à Bagnaia. Donc non, c'est vraiment cool pour Ducati de revoir les 2 pilotes, officiels qui se battent ensemble. Alors oui, la moto est toujours un petit peu en retrait par rapport à l'Aprilia, mais Bagnaia, on revoit le Bagnaia et Marquez, c'est pareil, c'est le pilote, bon, bah, qu'on connaît. Face à Di Giannantonio, tu dis là, on a eu un peu du 2015. Deux fois de suite, les 2 ont tenté de se mettre un peu dehors. Bon, Di Giannantonio a pris un long lap penalty, Marquez, lui, était passé dans les graviers, mais c'est sympa après, c'est aussi ce qu'on veut voir. Donc non, c'est bien. Ah bah, c'est clairement ce qu'on attend du MotoGP, mais Ducati, comme tu l'as dit, ils sont vraiment pas à plaindre. À peine, 22 points, au classement constructeur, d'Aprilia. Ils ont 282 points face à 303. Moi, je pense vraiment que sur, Bagnaia, il y a j'allais dire un déclic, c'est pas le bon terme, mais un soulagement de savoir où est-ce qu'il a signé, de savoir qu'il part l'année prochaine et de savoir qu'il est «libéré» entre guillemets de devoir faire semblant, que ça se passe bien auprès de Ducati parce que ça se passe pas mal dans les images qu'on peut voir. Il y a pas mal d'inside,
Il y a toutes les vidéos inside que peut partager Ducati, et cetera. Mais quand tu sais que tu n'as plus ta place dans ce team l'année prochaine, quand tu sais que tu n'es plus le numéro 1 et que c'est pas sur toi qu'on va miser pour aller chercher un titre, ça peut être lourd, à gérer et je pense que vraiment, il a switché et là, c'est bon. Il redevient, le Pecco qui a envie de se battre et qui a envie d'aller chercher des points, aller chercher des podiums et se faire plaisir sur la moto que ce que, comme tu l'as dit, on n'a pas vu depuis très longtemps. Hem, Naya, il voit aussi une chose, il est toujours capable de jouer devant. Parce que là, en début de saison et fin de saison dernière, il devait vraiment se poser des questions, comme si son talent avait complètement disparu. Donc là, pour lui, c'est sûr que c'est bien de se retrouver à nouveau à jouer avec notamment avec son coéquipier et les autres Ducati. Côté KTM, c'était un peu, le week-end de la loose. Comme a dit Pierre, sur Acosta, c'est chiant, sur Vignales, on s'en foutrait. C'est, problème sur problème pour Acosta et problème physique ce dimanche il a dû s'arrêter pendant la course. On l'a vu ralentir, et secouer la main. Il a déclaré en conférence de presse ensuite qu'il avait des fourmillements dans le bras dès le début de la course et il doit se faire opérer. Il y a pas eu, d'explication claire sur ce qu'il a, mais, il y a une supposé canal carpien à opérer, donc chiant pour Acosta. On espère que durant les 2 semaines qui vont arriver, il aura le temps de se faire opérer, à voir s'il attend la trêve estivale pour ça. Mais c'est vraiment frustrant, c'est vraiment dommage et puis surtout, il y a des vraies décisions à prendre sur la KTM parce que finalement, elle reste dangereuse cette moto, elle est pas fiable. 2 fois, le samedi matin, entre la séance d'essais libres et la qualif, la moto casse. Là, après le dimanche, problème au bras, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre parce ce n'est pas comme s'il reculait ou si on sentait qu'il avait du mal un peu à piloter et se retrouvait, 12e à se battre avec, Binder et Quartararo. Non, là, il était en bagarre, on va dire, pour le top 5, à se battre avec des Marc Marquez, tout ça. Et puis là, d'un coup, hop, il se met sur le côté et il n'arrive plus, mais ouais, ouais, non, c'est vrai que KTM, encore un week-end difficile, en plus, on a un Brad Binder qui, alors, est un peu anonyme, c'est vrai, cette saison, mais en plus, il se prend une pénalité pour, pression de pneus, trop basse. On a un Bastianini qui était pas trop catastrophique comme on le voit quand même depuis quelques courses dans le top 10. Alors là, il termine 6e parce que bon, il a eu tous les abandons devant lui. Et puis un Vignales qui est complètement perdu, qui est à la rue complet. Donc ouais, dans 4e, là aujourd'hui, c'est encore un week-end très difficile pour eux. À côté, on a, un week-end qui est pas si dingue non plus pour Honda, puisqu'on commence à compter sur les doigts de la main, bien de la main et pas des mains, les courses, terminées par Mir, puisqu'il a dû faire, 10 virages comme tu l'as noté, Thibaut, entre la course sprint et la course du dimanche. Heu, c'est un peu incompréhensible quand même, cette façon de chuter à chaque course. On dirait que son cerveau, il déconnecte. Il prend la moto, il déconnecte au bout de 3 Bah, virages. alors, autant pour la course sprint, j'ai lu que Mir, en fait, n'a pas compris pourquoi il avait chuté, mais surtout qu'il a chuté après 5 virages. Et pour la course dimanche, il chute aussi après 5 virages. Donc en fait, il fait 10 virages en 2 courses. Et c'est sûr que ça doit pas être facile pour lui et autant certaines fois, enfin, depuis le début de saison, il chute énormément, mais c'était rare non aussi de le voir chuter dans les premiers tours. Mir, c'est plus souvent sur la deuxième partie de course où il chutait et là non, encore un week-end, week-end à 0 points, encore un week-end catastrophique. Enfin pour Honda, très, très difficile parce qu'on a un Diogo Moreira, lui, il se fait taper par Morbidelli au début de la course. Il perd, des morceaux d'aéro. Bon, bah, il termine, en dehors des points. Enfin, il termine, très loin derrière. Sa course, elle est foutue, d'entrée. Un Crutchlow, bon, bah, malheureusement, on sait que, voilà, il remplace Zarco, il fait comme il peut, il marque pas de points. Et puis on a un Marini, bah, qui est encore très, je vais pas dire très moyen, mais bon, il termine 11e. 11e en ayant, Bezzecchi, Acosta, Bagnaia qui abandonnent. Donc, au final, il aurait terminé 14e. Donc, non, encore une course, difficile pour les Honda. Ouais, à voir ce que ça donnera quand Zarco sera de retour puisque, Zarco est toujours, lui, devant, les pilotes Yamaha au championnat. Il est devant, 3 des 4 pilotes, devant Rins, Miller et Toprak, donc même absent, il fait mieux que les pilotes en bleu. Les pilotes en bleu qui ont pas passé un meilleur week-end que Honda et KTM puisque problème technique pour Toprak qui rentre au stand et Fabio qui a des années-lumière en termes de rythme. Il a profité des chutes, mais il disait que sans les chutes, il aurait terminé 11e. Il est vraiment très loin. Il est à 19 secondes. Et à côté, on a Rins qui partait bien plus loin que Fabio sur la grille, mais qui termine à 1 seconde derrière. Et puis on a Miller qui prend 16 secondes de pénalité. Donc de la même manière, un week-end très, très compliqué pour la marque et les pilotes.
Ouais, 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 après on a comme tu dis, un Fabio Quartararo, oui, il aurait eu les 3 pilotes là que j'ai cités juste avant qui auraient terminé devant lui et autant c'est vrai que la qualif, le samedi matin, on s'est dit: «Waouh, c'est bien, il part 9e, c'est bien, il va pouvoir faire un bon départ et au moins prendre des points» et au final, là, il était 7e dans les premiers tours. Il a reculé petit à petit. Alors bon, il termine 8e, mais bon, parce qu'il y a eu les chutes. Mais c'est surtout que, comme tu dis, Rins qui partait bien plus loin derrière, au final, il termine dans les temps de Quartararo. Donc c'est-à-dire 19 secondes, il prend en moyenne 1 seconde au tour et en fait, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas comme les autres pilotes Yamaha. Donc enfin, on se répète course après course et en fait, la seule chose à retenir pour Quartararo ce week-end, c'est la qualif le samedi matin. Ça fait peu sur un week-end quand même, à retenir pour, une marque qui est censée être capable d'aller, se battre pour le championnat. Ouais, 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 non, c'est difficile et puis on le sait, hein, ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison. Ouais et ça va être très, très long puisqu'il reste encore 12 courses pendant lesquelles on espère, que Bezzecchi, va se mettre un petit coup, dans la tête pour se reprendre, et que Marquez, va aller jouer, le championnat, même si, on va pas se mentir, vous savez pour qui moi je penche. Mais si on a encore des courses comme on a eu ce dimanche sur le reste de la saison, les 12 week-ends vont passer très vite, même si on a l'impression que c'est le 47e comme je te disais Thibaut en début d'enregistrement. Et puis surtout, on espère que les Aprilia vont être capables d'aller se battre encore aux avant-postes comme elles l'ont fait ce week-end puisque, visiblement, on entre dans l'ère Aprilia, pour encore quelques mois, voire, quelques années. De notre côté, c'est tout pour nous, pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Allemagne au Sachsenring. Ça sera le dernier Grand Prix avant la trêve estivale. On rêve tous de vacances, autant les pilotes que nous, dans le podcast, on va pas vous mentir. Et puis en attendant ce Grand Prix, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming, que ce soit Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. Et puis si vous avez envie de parler de MotoGP, de débattre avec Thibaut et Pierre, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Discord et Twitter. Merci beaucoup Thibaut, c'était un plaisir d'enregistrer avec toi, même si je n'ai insulté personne en italien, tu le noteras. Je te dis à très bientôt. Salut, à bientôt.